Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 13 juillet. L'inhumation de Maïta Moino à Afareaitu. Le rameur avait perdu la vie lors du Fa'aatim Aurea samedi dernier. Sa famille et ses proches lui ont rendu un dernier hommage. Le retour du phénomène El Niño, Météo France surveille de près les différents paramètres du climat et avant tout la température de l'eau. Le risque cyclonique augmente-t-il avec El Niño? Faut-il distinguer ce phénomène du réchauffement climatique? Nous poserons la question à notre invitée Victoire Laurent, responsable de la climatologie et du bureau d'études à Météo France. Un défilé avant l'heure à Taravao. Les anciens combattants ont financé leur propre stèle pour se souvenir des soldats disparus. Un devoir de mémoire pour la population de la presqu'île. Toakura en Huratau, Manohiva en Hura'avatau, Reopapara en Taravat Haiti. Le jury du Heiva a tranché. Les noms des gagnants ont été révélés hier soir, place To'ata. Plus de 500 personnes rassemblées à Afareaitu ce matin. Familles et amis se sont retrouvés au Whareamuir à Fetia pour un dernier au revoir à Maïta Moeino. Le rameur n'a pas survécu à l'accident survenu lors de la course Fa'aatim Aurea samedi dernier. La pirogue s'était retournée dans les vagues. Lors de l'hommage qui lui a été rendu ce matin, tous se souviennent d'un champion empli d'humilité. Mélissa Chong. Son tout dernier voyage se fait vers Mo'orea, où il a construit sa vie depuis 30 ans. C'est sous cette haie d'honneur que le corps de Meita Moeno est accueilli. Originaire de Taha'a, Meita était un sportif aguerri. Footballeur, puis entraîneur de Va'a, sa rame a été son allié pendant plus de 20 ans. C'est une grande perte pour nous. C'est un pilier du Va'a ici à Mo'orea. Ce que je pourrais dire aux jeunes, un message que je dis aux jeunes, de suivre son exemple, de venir dans le sport, de faire du sport et de suivre son exemple. Ses proches se souviennent de lui comme d'un homme humble qui avait le sens de l'humour et le cœur sur la main. C'est un homme toujours souriant, toujours heureux, un bon gars. La famille du Va'a pleure son Aito parti trop tôt. Il laisse derrière lui ses 2 enfants âgés de 16 et 10 ans. Un protocole d'accord signé après 9 jours de grève d'une partie des personnels navigants commerciaux d'Air Tahiti Nui. Moetai Broderson, ministre du Tourisme et représentant de l'actionnaire majoritaire de la compagnie, a mené les dernières négociations à la présidence. Le salaire des PNC sera bien revalorisé. La répartition des 510 millions de francs consentis par les actionnaires a été validée par toutes les parties. Riyad Itahiata a recueilli les réactions du président Broderson et du syndicat CSIP juste après la signature. On ne déborde pas des 510 millions. Ce qu'on veut, c'est une bonne répartition. C'est ça. Qu'on donne à César ce qui appartient à César et au bon Dieu ce qui lui appartient. Donc la répartition a été faite de façon que les PNC ont obtenu satisfaction sur le montant qui est alloué. C'est la complexité même du sujet qui a fait que ça a pris un peu de temps. Et puis bon, il faut aussi un peu de diplomatie, il faut de l'écoute. En bref, la contribution pour la solidarité, la fameuse TVA sociale, sera finalement supprimée à partir du 1er octobre prochain. Selon Tahiti Info, une loi du pays portant sur la fiscalité vient d'être transmise à l'Assemblée avec un chapitre consacré à cette suppression qui ne sera plus progressive. Le retour d'El Niño, ce phénomène météorologique naturel se caractérise par l'augmentation de la température de l'océan Pacifique. Favorisera-t-il la naissance de cyclones? On va poser la question à notre invité dans un instant. Après le passage du cyclone Oli en 2010, qu'en pense la population? Réponse David Chang, Patrick Tinsing. Jeanne habite juste à côté de la petite rivière du quartier. Au fil du temps, elle a constaté des fortes crues et à chaque fois, l'endroit semble devenir un dépotoir. Ça ne dépend pas de c'est eux qui jettent. Tout c'est dégueulasse, mais c'est eux qui jettent. Et quand une grosse pluie qui tombe, voilà, on est obligé de ramasser. Et ça, c'est à chaque fois qu'il pleut alors? Ah oui, une grosse pluie qui tombe, alors ça c'est sûr, 100%. Mais un nuage bien plus sombre se profile à l'horizon. Fortes pluies, inondations, mais aussi vents violents et cyclones sans craint pour la fin d'année.
Dans cette zone, un nuage rouge signifie des températures plus élevées que la moyenne à la surface de l'océan et donc le début du phénomène El Niño. Pour l'heure, c'est le nord du Pacifique qui est concerné. En Polynésie, selon l'Organisation météorologique mondiale, le risque cyclonique atteindrait les 80% en novembre. À FAA, malgré des constructions parfois sommaires, les habitants se sentent à l'abri. Si l'aide on nous donne, on fera. Mais si on ne nous donne pas, on va rester comme ça. Même pas de corde? Non. Pourquoi? Parce que nous, on a du code là pour protéger nos toits. Voilà. Ça suffit. Oui, ça suffit. Les habitants des archipels ont remarqué les effets de ces changements sur les cycles saisonniers. C'est plus du tout pareil comme avant. Hein. Le cycle était régulier. Maintenant, il y a des changements, hein, comme nos périodes sur les cycles des poissons. Hein. Météo France pourra prévoir précisément l'avènement de phénomènes cycloniques à partir du mois d'octobre, lorsque ces modèles prévisionnels auront enregistré assez de données. Bonsoir Victoire Laurent, bienvenue. Vous êtes responsable de la climatologie du bureau d'études à Météo France. Dès qu'on entend El Niño, on pense cyclone. Quand saurez-vous si le risque existe vraiment ? Alors bonsoir Cybèle. Alors le risque, si on regarde le phénomène El Niño pour la Polynésie française, on va regarder ça à partir du mois d'octobre. Fin octobre, on va commencer à avoir une bonne visibilité de ce qui pourra se passer quand on est en période El Niño sur l'activité du mauvais temps, on va dire, pendant la saison chaude, qui est soit l'activité cyclonique, soit est-ce qu'il y aura plus de pluie, moins de pluie. Voilà, ça sera vraiment à partir du mois d'octobre qu'on aura plus d'informations pour pouvoir faire des prévisions sur la prochaine saison chaude. Alors c'est tout de même, on le sait, plus favorable à la formation de dépression, de cyclone. Est-ce qu'il faut se préparer du coup? Qu'est-ce que vous conseillez aux communes et aux habitants? Alors c'est vrai que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une information qui est arrivée assez tôt. Donc dès aujourd'hui, on voit les voyants nous montrent qu'on est sur un phénomène El Niño qui est en train de se développer, qui aujourd'hui va surtout intéresser l'hémisphère nord, puisque c'est l'été pour l'hémisphère nord, et qui va nous intéresser, nous, à partir du mois de novembre, quand on va rentrer dans la saison chaude. Et effectivement, cette information, elle est intéressante parce que dès à présent, la population, les communes, le pays peuvent prendre des mesures pour essayer d'élaguer les arbres, au niveau des rivières, les nettoyer, moins d'embacs dans les rivières, éviter les embacs dans les rivières, et également nettoyer tout ce qui est évacuation d'eau. Donc c'est une information qui est intéressante parce que aujourd'hui, on n'est pas obligé d'attendre le mois d'octobre pour prendre ces mesures. Voilà, on peut anticiper l'arrivée de la prochaine saison chaude avec justement ce signal d'un développement d'un phénomène El Niño pour la prochaine saison. El Niño, à ne pas confondre avec le réchauffement climatique. Exactement. On nous pose souvent la question est-ce que El Niño est dû à l'arrivée de ce El Niño, est-ce que c'est dû au réchauffement climatique? Donc il faut vraiment faire la différence, c'est que El Niño, La Niña, ce sont des phénomènes naturels. Ils ont existé avant que on parle de dérèglement climatique. Le dérèglement, c'est cyclique finalement. C'est cyclique. Voilà, alors ils ont un cycle qui malheureusement n'est pas aussi régulier. Hein, c'est entre 2 et 7 ans. On a des El Niño, La Niña qui durent 2 ans, il y en a qui durent 7 ans, et c'est un événement qui existe depuis très longtemps. Alors que le dérèglement climatique, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui a été créé par l'homme et qui a surtout été visible à partir des années pré-industrielles. Et ce dérèglement climatique, il faut savoir que de manière naturelle, le globe se réchauffe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce réchauffement s'est accéléré d'une manière inquiétante. La vitesse du réchauffement est inquiétante, ce qui fait que cette accélération est due à l'activité humaine. Mais combiné du coup au phénomène El Niño, ça fait beaucoup pour la planète, non? Alors disons qu'aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est que on est en train de regarder est-ce que le dérèglement climatique va avoir un impact sur la fréquence des El Niño? Est-ce qu'il va avoir un impact sur l'intensité des phénomènes El Niño? Aujourd'hui, on ne peut pas statuer sur le fait que le dérèglement climatique aura un impact sur le phénomène El Niño. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que on a un océan
qui est en train de se réchauffer. On a un phénomène El Niño qui également apporte un réchauffement au niveau de l'océan Pacifique. Là, je parle vraiment de l'océan Pacifique. Et ces conditions sont des conditions qui sont favorables à l'évaporation de l'océan, qui va former des nuages qui peuvent évoluer effectivement en dépression et en cyclone. Un mot quand même pour terminer rapidement sur cette température mondiale qui a été enregistrée le 4 juillet, la plus haute jamais enregistrée. Que dit ce chiffre? Est-ce que nous aussi, on va connaître ces records de chaleur à la fin de l'année? Alors, il faut savoir que, moi, je regarde par exemple le mois de juin, on a des températures normales qui ont été observées au niveau de la Polynésie française. En dehors des Marquises et de Bora, où il y avait des températures plus hautes que la normale, aujourd'hui, on observe des températures normales sur la Polynésie. Par contre, les vagues de chaleur, effectivement, depuis 50 ans, on observe des fréquences de vagues de chaleur qui augmentent au fur et à mesure. Mais bon, est-ce qu'on peut statuer tout de suite aujourd'hui qu'on va avoir d'ici la fin de l'année, un phénomène de vagues de chaleur importantes, hors normes. On aura des vagues de chaleur, mais peut-être qui seront plus associées au phénomène El Niño qu'associées au dérèglement climatique. On en revient donc à El Niño. Merci beaucoup, Victoire Laurent, d'avoir accepté notre invitation ce soir pour toutes ces explications. C'était avec plaisir. On l'appelait le requin de Vaitupa. Voilà des années que sa coque dépassait de la surface de l'eau et défigurait le paysage. Un tonnier en plastique a été évacué de cette baie de Fa'a'a par le port autonome. Chaque année, la capitainerie du port fait un état des lieux des épaves. Il faut retrouver le propriétaire, engager une procédure à son encontre et retirer l'épave aux frais du propriétaire. Puis le bateau est démantelé avant d'être expédié en Nouvelle-Zélande. C'est une première à Taravao. La fête nationale du 14 juillet est célébrée en grande pompe la veille du jour J, et ce grâce à une stèle financée à titre privé par le vice-président de l'Association des anciens combattants, Christophe Lisiac. Grâce à cette initiative, une cérémonie avec un petit défilé a pu avoir lieu. Une fierté pour les anciens combattants et leurs familles de la presqu'île. Nicolas Suire, Sandroli. Un défilé du 14 juillet, le 13. C'est désormais un rendez-vous dans le calendrier de Taravao. Une cinquantaine d'anciens combattants s'est réunie ce matin pour cette commémoration. Des familles aussi, les autorités de l'État et de la commune, des pompiers, des réservistes et même des élèves de CM1, CM2. Ensemble, ils ont honoré la mémoire des Tamaris volontaires de Taravao, morts pour la France. Jean Poéveil, autrefois dans les forces spéciales, se rappelle de ses 20 ans de service dont il ne peut pas trop parler, secret défense oblige. On faisait beaucoup de renseignements, militaires je parle, on parle pas civil, militaires, et puis en temps de guerre, on est projeté derrière les lignes ennemies pour faire des actions commando, à savoir détruire un PC, une église, peu importe. Et ça vous plaisait ça, l'adrénaline? Exactement. Grâce à l'armée, André est allé en Égypte, Israël, Koweït, Sarajevo et Liban, entre autres. Il aimait maintenir la paix, comme il dit. Une belle période, j'ai jamais connu ça, ça m'a appris à vivre autrement. C'est-à-dire? C'est-à-dire autrement, de savoir respecter les gens, de choisir le bien et puis voir aussi le mal. Et le mal, c'était quoi? Le mal, c'est de voir les femmes, les enfants par terre, traîner par terre, tués. Cette stèle, financée par des fonds privés, doit servir de lieu de recueillement pour les familles des 78 combattants morts pour la France. Une initiative appréciée. C'est tout d'abord un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire parce que actuellement, la majorité des enfants ne connaissent pas le passé. Ne savent pas que leurs ancêtres ont combattu pour que nous soyons libres. Un devoir de mémoire qui sera rappelé chaque année à Taravao, un jour avant le grand défilé de Papeete. Et triste coïncidence, nous avons appris le décès du dernier survivant Tamari volontaire de la Seconde Guerre mondiale, Star Terit-Hay. Il s'était engagé dans les forces navales françaises libres en mai 1943. Il s'est éteint ce matin à l'âge de 99 ans. Une veillée aura lieu demain soir à l'église de Papeete. Et dans quelques heures, le défilé militaire du 14 juillet débutera sur les Champs-Élysées. Parmi les soldats présents, plusieurs Polynésiens, le plus souvent de la marine. Billy Besson, athlète de haut niveau en voile, marchera lui aussi sur la Grande Avenue. Reportage à Paris, Éric Saintas et Thierry Hillersin.
Billy, Stéline, Daniel, 3 champions réunis, ils se sont couverts d'or à différents niveaux. Ils sont dans l'armée de champions, mobilisés pour ce 14 juillet avec des valeurs que Billy, le marin polynésien, apprécie. Pour moi, les valeurs qu'elles inculquent, en tout cas l'armée, font vraiment valeur avec la voile, en tout cas, notamment la marine nationale. On le connaît très bien dans tous les secours en mer ou même les valeurs que l'on a, qu'on partageait la mer. Donc c'est vrai que c'est pour moi, en tout cas, un grand honneur de faire partie de l'armée des champions. Waymanolo a choisi l'école de Mestrance pour devenir officier marinier. Son regard est déterminé, sa fierté est grande, mais il est sur ses gardes avant d'affronter la grande ligne droite des Champs-Élysées. C'est un peu difficile par rapport aux alignements, les bras. Il faut qu'on soit tous synchro et toujours bien alignés en fait. Et sur le tempo du rythme. Ce n'est pas vraiment un hasard de retrouver le Polynésien dans cette école prestigieuse. Il a quelque part la marine dans les gènes. Ma famille est très fière de moi. Mon père était dans la marine avant moi et c'est ce qui m'a poussé à entrer dans la marine. On aime la mer et l'eau, comme tous les Tahitiens. Tepolotu, 20 ans, vient de Ao, la tête droite avec son groupe de la base aéronavale de Landivisio. Elle pense aussi à ses parents. C'est quand même une fierté pour moi. Je les ai appelés, je leur ai dit que j'allais participer au défilé, j'étais tout content et tout. Ils vont me regarder et j'ai hâte. Temana est le plus expérimenté du lot. Il a 32 ans, vient de Fa'a. Plusieurs opérations extérieures, OPEX, à son actif. N'empêche que rien n'est simple ici. Le plus difficile, c'est de s'adapter déjà à la météo. Là, il fait vraiment chaud. Et aussi de marcher au pas correctement avec les gens d'unités autres que le 3e rama. C'est impressionnant de voir autant de monde là, de différents horizons comme la marine, l'armée de terre, les paras et la Légion. Temana défilera avant les pionniers de la Légion. Il aura peut-être le temps d'admirer leurs pas majestueux. Il a offert un spectacle majestueux à son entrée dans la passe de Papeete à 8 h ce matin. Le voilier école péruvien Union est à Tahiti jusqu'à lundi. La Polynésie française est la première escale d'un voyage de formation de 10 mois dans 14 pays d'Océanie, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. Et vous pouvez monter à bord. Des visites guidées sont organisées par l'équipage jusqu'à dimanche entre 10 h et 17 h 30, sauf samedi où les visites s'arrêteront à 15 h 30. Il a fallu attendre jusqu'à 22 h hier soir pour connaître le nom du grand vainqueur du Hawaii Tahiti. Et c'est la troupe Toakura qui remporte le titre tant convoité. En catégorie Himene, le groupe Reo Papara gagne en Tarawa Tahiti. Priscilla Etev et Arihoe Tef Afana ont assisté à la remise des prix en présence d'une foule en délire. Le jury du Hawaii Tahiti 2023 a décerné le premier prix Huratau, le prix Madeleine Moa à Toakura. L'euphorie chez les danseurs de la troupe Toakura dans les tribunes à l'annonce de leur victoire et leurs responsables qui célèbrent avec eux l'aboutissement de longs mois de préparation, le fruit d'un travail collectif. C'est un travail qu'on ne peut pas accomplir seul. On était 200 dans la troupe et c'est 200 personnes qui donnent de la personne. Il y a aussi des gens de l'ombre qui ont donné pour justement accompagner la troupe, que ce soit les accessoiristes, que ce soit ceux qui s'occupent de la logistique. Il y en a qui ont fait un formidable travail. On pense aux costumières aussi. Dans la catégorie Hura Avatau, les artistes de Manohiva sont les grands vainqueurs. Ils danseront donc avec les professionnels et ont 3 ans pour faire leur preuve au Heiva. C'est l'aboutissement, c'est la récompense et puis ça fait du bien. Ça fait du bien quand c'est fini. On donne le meilleur, on s'y attend jamais vraiment en fait. Puis là, par exemple pour les autres groupes, on faisait des pronostics, mais voilà, on ne sait pas. C'est une belle surprise. Et une très belle récompense pour 2 meilleurs danseurs, Maheana et Marama, qui ont su impressionner le jury avec leur OTA. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et je remercie le jury parce que c'est la récompense de moins d'efforts. Et donc, merci. J'étais très bien entouré. J'ai eu énormément d'affection, d'amour qui m'a permis de présenter une chorégraphie qui n'était vraiment pas celle que je présentais à chaque fois aux répétitions. Et je remercie ces personnes qui étaient là pour moi. Mention spéciale en chant pour le groupe Tamariki Rapa avec ses 4 titres.
Mais ce sont les artistes de Reo Papara qui ont enchanté le jury et sont repartis avec le Grand Prix. On se sent bien, on a pu battre Mataya qui a quand même longtemps donné et gagné toutes les fois les premiers. En revanche, pas de prix Orero décerné cette année, une décision prise par le jury au fil des soirées concours. Seuls les chefs de groupe connaîtront prochainement la raison. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Plus de 500 personnes rassemblées à Afreaitu ce matin pour les obsèques de Maïta Moeino. Famille et amis se sont retrouvés au Whare Amuir à Fetia pour un dernier hommage. Le rameur a été victime d'un accident survenu lors de la course de pirogue Fa'atim Orea samedi dernier. Ce soir, sur la première, ne manquez pas le défilé du 14 juillet en direct depuis Paris. Ce sera juste après la page consacrée au Heiva i Tahiti. Voilà pour les informations de ce jeudi 13 juillet. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Ratino aux commandes de vos JT. On se quitte sur les images du grand gagnant du Heiva 2023. J'ai nommé Toakura. Belle soirée, à lundi. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.